Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est la FAQ du mois de février. Je réponds comme tous les mois à toutes vos questions. Vous les posez dans l'onglet post de la chaîne. Et puis on revient sur tout ça. Et puis je vous donne un peu mon avis sur comment je vois les choses. Et bien entendu, j'essaie de répondre au max à vos questions en étant le plus précis possible. Donc bonne vidéo à tous. On va avoir aujourd'hui 8 questions et on va essayer d'y répondre le plus factuellement possible. Voilà. Je précise, je suis pas fact-checker, moi, hein. Je suis pas en train d'essayer de vous dire que j'ai raison ou quoi que ce soit, hein. J'ai un avis, j'essaye de me prendre la tête un peu à travailler les sujets et tout ça. Donc, ne prenez pas ces réponses comme exhaustifs, sauf si c'est des réponses programmatiques, d'accord? Où là, du coup, je suis assez calé sur les programmes politiques. Après, tout ce qui est hors programme, ce n'est que mon avis, d'accord? Donc du coup, on va y aller pour la première question. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo si vous en avez envie. Puis si vous voulez poser des questions, vous irez du coup sur le post du mois prochain pour pouvoir toutes les poser. Vous pouvez poser des questions sur React One, sur la politique nationale, la politique internationale, sur des questions précises, sur la lutte des classes, sur le Rassemblement national, sur la France insoumise. Bref, allez-y, il n'y a aucun problème. J'ai pas de tabou et on y va à fond. Je réponds à tout. Donc on y va pour la première question. C'est l'ami Yannick Brossard qui nous dit: la désobéissance européenne, idée de l'AEC, implique-t-elle une dissolution du Parlement européen? Alors non, l'ami, mais j'avoue que c'est un point qui mérite d'être clarifié. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'expression désobéissance européenne, t'as vu, c'est souvent caricaturé dans le débat public, hein, via les opposants de l'AFI et toute personne qui comprend que dalle au programme L'Avenir en commun. Donc c'est bien de l'Avenir en commun, hein, qu'on est en train de parler. Programme porté par la France insoumise, pour tous ceux qui tombent sur cette vidéo et qui savent pas de quoi on parle. L'avenir en commun, l'idée, en tout cas la désobéissance européenne comme toi tu l'appelles, signifie pas spécialement sortir de l'Union européenne, ni de démanteler ses institutions, ce serait faux de dire ça. L'idée défendue du programme, elle est complètement différente. Elle consiste plutôt à dire que si certaines règles européennes empêchent l'application d'un programme voté démocratiquement en France, par exemple dans des domaines budgétaires, industriels ou écologiques, alors un gouvernement français insoumis pourrait juste refuser d'appliquer certaines règles des traités européens tout en restant dans l'Union. C'est ça en vérité la loi proposée. Donc pour être honnête avec tout le monde, ça viserait surtout des éléments comme certaines règles budgétaires du pacte de stabilité et de croissance, avec leur délire 3%, machin, tout ça là, et certaines règles de concurrence ou de libéralisation. Par contre, ça implique absolument pas la dissolution du Parlement européen, parce que le Parlement européen, c'est une institution de l'Union élue par des citoyens des États membres. Donc en gros, l'ami, aucun gouvernement national n'a le pouvoir juridique de dissoudre. Ça, c'est impossible. Par contre, ce que l'Avenir en commun propose et la stratégie de l'AFI, c'est si vraiment ça pose trop de problèmes, cette proposition de loi sera mise en corrélation avec une autre proposition qui est celle du RIC, et on demandera l'avis aux Français de savoir si on sort de l'Union ou si on n'en sort pas. Donc bon, après, il y a tout intérêt à se pencher sur la question. Ça peut être quelque chose qu'on pourrait essayer. Voilà, l'Union européenne c'est compliqué, les traités c'est compliqué et on n'en sort pas comme ça. Donc je pense que l'idée de désobéir est bien et du coup cette proposition de loi multipliée à la proposition du RIC, à savoir si les Français sont pour ou sont contre pour la sortie, enfin pas le référendum qu'on a eu avec Sarko et tout, hein. Un nouveau quoi, tu vois. Si c'est bien expliqué, je pense que les Français sont prêts. Moi, je vais pas te mentir. Allez, deuxième question. Alors Yannick, toujours toi, tu as de la chance, hein, de questions. Profites-en. Qu'est-ce que la créolisation, concept d'un écrivain martiniquais connu, repris dans l'AEC, donc l'avenir en commun? Quelle est la différence avec le grand remplacement générationnel en cours? Très bonne question. Alors, on va y aller tranquille, parce que là, il y a un délire quand même. Alors, la question de la créolisation, ça mélange deux notions, l'ami, qui circulent beaucoup dans le débat public, comme tu as pu t'en apercevoir, qui viennent pas du tout du même endroit intellectuel, ça déjà faut que tu le saches. D'un côté, il y a la créolisation, le concept développé par l'écrivain martiniquais, du coup, Édouard Glissant, que tu as cité, enfin que tu n'as pas cité, mais que du coup je le fais à ta place. Et de l'autre côté, le grand remplacement, théorisé et popularisé en France par l'essayiste Renaud Camus. Et je te laisse imaginer que c'est pas le même délire, hein. La seule base sur laquelle il pourrait être d'accord, c'est l'idée de la transformation démographique. Mais là où les deux sont différents, cousin, c'est que c'est sur le fait de la logique intellectuelle, tout simplement. Déjà, pour la créolisation, chez Glissant, lui, il décrit un processus culturel. Souvent, c'est quand les populations, les langues, les traditions se rencontrent et produisent quelque chose de nouveau.
En fait, c'est directement issu de l'histoire des Caraïbes, hein, tu sais, avec l'esclavage, la migration, la colonisation, le brassage des peuples venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie, le mélange des langues, des musiques, des cuisines, des identités inédites. Bref, t'as capté quoi. En gros, c'est pas un bloc figé, tu vois. Et disons que c'est une évolution par contact d'influence et de métissage. Hein. On va dire que ça comme ça. Alors ensuite, c'était du coup, ouais, par rapport à l'avenir en commun. euh, alors dans le programme de l'AFI, si je dis pas trop de conneries, le terme est repris dans le sens politique et culturel. Hein. Faites-moi mentir si je dis des conneries. Je pense qu'en gros l'idée, bah, désolé. Je pense en gros que l'idée c'est que la société française en 2026 est déjà le produit de multiples influences historiques et qu'elle continue d'évoluer par interaction culturelle. Moi c'est comme ça en tout cas je le vois et je le ressens. Concernant le grand remplacement, lui, bah, c'est complètement différent. Eux, ils affirment dans leur délire que la population, surtout européenne en tout cas, serait progressivement remplacée démographiquement par les populations bah, tu sais, immigrées, hein, principalement, je te le donne en mille, d'Afrique et du Moyen-Orient. Déjà, ça pose les bases du discours de Raslar, on va pas se mentir. Pour eux, en vérité, l'idée repose sur la lecture ethno-démographique, tu vois, de la société. Et eux, ils la voient plutôt comme un bloc distinct qui entrera en compétition démographique. Bref, la droite et l'extrême droite, quoi. Moi, ce que je sais pour avoir un tout petit peu travaillé le sujet, c'est que le grand remplacement, il est grave controversé. Ça, c'est avéré, ça, c'est sûr. De ce que j'ai pu entendre, c'est que la grande majorité des démographes et des chercheurs en sciences sociales, bah, ils considèrent que cette théorie, pardon, correspond pas du tout à la dynamique réelle, observée en tout cas dans les données démographiques. Bah, simplement parce qu'en fait, eux qui supposent des groupes homogènes, mais ils ignorent complètement les phénomènes d'intégration, de mélange et de mobilité sociale. Et ça, je pense que c'est important, c'est ce qui fait la diff, tu vois. Mais bon, t'as vu l'ami, hein, faire entrer ça dans la cabeza d'un droitard, c'est un cauchemar et c'est un chantier. Hein, tu vas y lisser quelques gouttes, on va pas se mentir. Donc, en gros, pour te la faire simple, créolisation, je dirais métamorphose culturelle, et puis grand remplacement de population. Après, à toi de voir où tu te situes, quoi. Voilà, prochaine question, on y va. Allez, allons-y pour la troisième question de juge J1V. À qui appartient les plus grosses banques mondiales? Ne faudrait-il pas supprimer la bourse mondiale? Alors, ta question est un petit peu compliquée parce qu'en fait, elle touche à deux sujets différents. D'un côté, la propriété des banques, enfin, en tout cas des grandes banques, comme tu l'as demandé, et de l'autre, le rôle des marchés financiers. Bon, déjà, à qui appartient les banques? Bah, déjà, je peux te répondre à leurs actionnaires, déjà pour commencer. Ça, c'est dit. Après, si tu veux parler de banques où dedans il y a des fonds de pension, des fonds d'investissement, des banques ou des assurances, des États dans certains cas et des investissements particuliers, ça, je peux te répondre. C'est très simple. BlackRock, Vanguard Group, State Place, ça, c'est sûr. Après eux, attention, parce que leur délire, c'est qu'ils gèrent des actifs énormes. Ils sont souvent actionnaires de grandes entreprises et c'est des sociétés qui gèrent elles-mêmes l'argent de millions pardon, d'épargne et d'épargnants plutôt et de fonds de retraite. Et moi, pour être très honnête avec toi, je suis pas assez calé sur le sujet, je suis désolé. Après, par contre, je peux te donner d'autres banques qui peuvent être intéressantes et qui pèsent un petit peu. Genre, t'as la JP Morgan Chase, t'as la BNP Paribas, t'as la Bank of America, t'as HSBC. Après, t'as aussi la China Construction Bank, la Banque Postale. La Banque Postale dont l'État, tu vois, détient presque tout, ou en tout cas une partie du capital. Ensuite, pour la deuxième partie de la question, faut-il supprimer la bourse mondiale? Alors là, mon ami, tu vas aussi me perdre un petit peu, parce que moi, je suis pas calé de ouf sur ça. Mais voici ce que j'en sais, ce que je te dirais. Déjà, c'est quoi, pour qu'on s'entende, c'est quoi le rôle principal de la bourse? En gros, c'est de permettre aux entreprises de lever de l'argent auprès d'investisseurs pour financer les entreprises et aussi leurs activités. C'est investissement, innovation, expansion, bref, prends tout ce que tu veux, tu vois. Du coup, s'il y a plus de marché financier, ça obligerait les entreprises à se financer uniquement par les banques, par l'État et par leurs propres profits. Je crois que c'est déjà arrivé, ça a déjà fonctionné historiquement. Alors, si je dis pas trop de conneries, il faudrait vérifier puis voir réellement sur le fond de l'affaire, hein, parce que je vais pas te mentir, je vais pas te faire un cours sur ça, j'en ai pas les compétences. Après,
ta critique de la finance, j'ai cru comprendre que toi, tu voulais la supprimer. Donc, en vérité, elle n'est pas nouvelle, hein. C'est depuis la nuit des temps, en tout cas depuis qu'elle existe, que tout le monde se pose des questions. Là où ça a mis un petit peu la puce à l'oreille, et du coup je peux te comprendre, et surtout la puce à l'oreille des gens, qui leur a dit ouais, faut qu'on fasse attention, bah c'est clairement la crise financière de 2008, hein. On a vu qu'il y avait eu beaucoup d'économistes, de responsables politiques qui avaient fait bouger des réformes et qui en avaient fait accélérer aussi. Moi, je me rappelle à l'époque de la régulation qui était beaucoup plus forte, la taxation de la spéculation, etc. T'as plein d'autres choses. Moi, l'ami, je pense pas réellement que la vraie question, c'est est-ce qu'il faut supprimer la bourse? Si par exemple j'étais un capitaliste dans l'âme avec un soupçon d'humanité, alors ça peut exister, hein. Je te dirais plutôt comment réguler la finance pour qu'elle serve l'économie réelle, tu sais, entreprise, emploi, innovation, plutôt que la spéculation pure. Après, ça c'est compliqué comme question, je peux pas te répondre à travers une vidéo comme ça, il faudrait faire beaucoup plus long, il faudrait avoir des gens qui s'y connaissent réellement. Moi, en vérité, je vais pas te mentir, je vais pas réellement pouvoir te répondre. Si tu penses qu'il faut supprimer la bourse mondiale, faisant la démonstration, pourquoi pas. Après, effectivement, qui contrôle le narratif, contrôle le pouvoir, qui contrôle les marchés financiers, contrôle le pouvoir, bref, c'est encore une fois, tout est lié. Et je pense que certaines personnes peuvent répondre à ça, moi pas spécialement, tu vois. Mais c'est clair que c'est un problème. Les banques peuvent être des gros lobbies qui du coup qui ont un intéressement et qui peuvent faire changer les choses. Est-ce que le peuple là-dedans est-ce qu'il est libre de pouvoir réellement faire ce qu'il veut? Je suis pas sûr, tu vois. Tant qu'il y aura un banquier au-dessus de toi, tu seras toujours amené à faire ce que le banquier te demande. Si tu vas chercher 1005 en te levant tous les matins, c'est parce que à la fin du mois tu n'as plus ces 1005, donc faut courir les rechercher. Si demain ton réveil ne sonnerait pas pour ces 1005, est-ce que tu te réveillerais? Voilà. Je te laisse le choix de répondre en commentaire. Peut-être qu'on aura un débat plus profond. Là, j'y étais un petit peu avec les compétences qui sont les miennes et un sujet que je maîtrise pas vraiment. Bon, j'en suis désolé. En tout cas, j'espère avoir répondu à ton commentaire. En tout cas, à celui-ci, si c'est pas le cas, tu me le dis en commentaire, d'accord? Voilà. Allez, quatrième question. Alors, quatrième question. Donc, de Marie 313. Comment fonctionnerait la France sans parti politique? Perso, il faut enlever les partis politiques car ça divise. Quand il n'y aura plus de partis politiques, il restera la vérité et l'authenticité. Vous ne comprenez pas le piège? Parti politique égale conditionnement et haine de son prochain. À quand le réveil des Français? Alors, c'est une très bonne question. C'est intéressant, mais attention, tu vas peut-être un petit peu trop vite. Parce qu'en vérité, c'est une question que tout le monde se pose. Ça remonte depuis un petit moment maintenant. Est-ce qu'on peut organiser une démocratie sans parti politique? Alors Marie, déjà, pourquoi les partis existent? Il faut au moins qu'on revienne sur ça. Les partis politiques, eux, ils sont apparus parce que dans une société où des millions de citoyens n'étaient pas d'accord, il fallait organiser les idées et les programmes. Et ils se servent principalement de trois choses: regrouper les personnes qui défendent des orientations proches, construire des programmes cohérents et présenter des candidats aux élections. En France, par exemple, tu as des partis comme la FI, le RN, les LR, bref. Eux, ils structurent l'offre politique, d'accord? Sans ces structures, chaque élection ressemblerait à des milliers de candidatures individuelles sans organisation claire. Par exemple, toi, moi, lui, ton voisin, le cousin, tout ça. Tu vois, je veux dire, ce qui rendrait le débat assez difficile pour suivre les électeurs. Bref, je pense un bordel international, mon cher ami ou ma chère amie. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Donc je sais que c'est compliqué à se le dire et à comprendre, mais c'est important de comprendre que les partis sont donc une forme d'organisation du conflit politique. Nous, par exemple, à React-One, on a toujours dit que le conflit politique était normal et nécessaire. Et on le prône, nous, ici, à l'ANG, c'est-à-dire à la néo-gauche. Je t'apprends pas en plus que la société, elle pense pas d'une seule voix. On a tous des idées différentes. C'est d'ailleurs même pour ça qu'on n'est pas tous d'accord sur le programme, ou en tout cas les programmes. Hein. Les gens ont des intérêts différents, hein, je te l'apprends pas. Tu as les travailleurs, les entrepreneurs, les retraités, les jeunes, les habitants de la ville, ceux de la campagne, bref, tu as compris. Donc moi,
Je pense que le désaccord, c'est pas un bug de la démocratie, c'est le moteur même de la politique. Je sais que par exemple, dans certains pays, ils ont essayé de fonctionner sans pluralisme politique avec un seul parti dominant. Le problème, c'est que dans le système, l'absence de partis concurrents, en général, c'est pas bon signe. Et ça supprime pas les conflits, ça les déplace simplement à l'intérieur du pouvoir. Et sans contrôle démocratique, ça donne de drôles de périodes. Je sais pas si tu te rappelles. Donc moi, je pense personnellement que le problème, c'est pas l'existence des partis en soi. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire, en tout cas je l'espère, que le problème c'est quoi? Bah, leur fonctionnement interne, leur financement, leur rapport aux citoyens et leur professionnalisation excessive dont on ne peut plus en 2026. C'est pour ça que tu as beaucoup de réformes démocratiques qui sont proposées aujourd'hui, notamment par la FI, par la France Insoumise, qui cherche à rééquilibrer le pouvoir entre nous et eux. Et il propose par exemple des référendums d'initiative citoyen, donc le RIC, des tirages au sort de certaines assemblées, les conventions citoyennes et la limitation du pouvoir des appareils politiques. Voilà, ça je l'ai dit. Euh, Moi je pense que rien que ces mécanismes-là déjà permettraient d'introduire plus de participation directe. On en a déjà parlé dans une autre vidéo. Euh, Tout en gardant l'organisation politique capable de gouverner. Après, le délire, c'est que si tu supprimes tout, et du coup, là, vu ta question, tu veux vraiment tout supprimer, pose-toi juste la question de savoir si le peuple a le niveau assez élevé de conscientisation pour s'auto-gérer. Et là, je pense que tu trouveras ta réponse. Voilà. Prochaine question. Question 5 de Doreen Nico. Comment prononce-t-on le nom Einstein? Parce que je suis perdu. Alors, tu fais référence. Tu fais certainement référence à Epstein, Epstein, Einstein, Einstein. Euh, alors tu le prononces Einstein, simplement, pas Einstein, parce que sinon ça voudrait dire que Epstein, il faudrait le prononcer Epstein et pas Epstein, et Einstein, il faudrait le prononcer Einstein et pas Einstein. Non, en vérité, ça c'est de la connerie, je vais pas vous mentir, c'est juste pour plus parler de ce sujet, de cette story, de tout ce que ça englobe de sale, et de tous les gens qui sont plus ou moins liés à cette affaire de près ou de loin. Et ça permet simplement de détourner euh, le sujet, tu vois. Donc, de savoir comment on le prononce, on s'en bat les couilles, je vais te le dire très honnêtement. Moi, si j'étais à la TV et que du coup, on me poserait la question, je leur dirais directement que je le prononce comme Einstein, donc ce sera Epstein. Et si ça a une référence pour eux qui considèrent, ils se démerdent avec ça, tu captes, c'est pas mon problème. Je pense qu'il y a autre chose à se prendre la tête de savoir comment on le prononce. Il faut une commission d'enquête, comme l'a proposé la France Insoumise. Il ne faut pas perdre de temps, parce que pendant qu'on en est à se prendre la tête sur la prononciation du nom, il y en a qui ont fait leur valise et qui sont partis très loin, qu'on ne pourra jamais rattraper. Donc voilà. Pour être taquin, je te répondrai du coup, comme je te l'ai répondu dans le com. Si tu ne sais pas comment dire Einstein ou Einstein, eh ben, tu dis simplement E égale MC2. Voilà. Allez, on avance. Prochaine question. Et enfin, dernière question de Conan le Barbare. La mort du président iranien va-t-elle embraser la région? Alors, je rectifie mon ami, c'est pas la mort du président iranien dont tu es en train de parler, mais celle du guide suprême Ali Khamenei. C'est pas la même chose. Alors, oui, c'est extrêmement grave, parce qu'il faut que tu saches que déjà dans le système iranien, le guide suprême, c'est lui le véritable centre du pouvoir. Et tu sais pourquoi? Bah, parce qu'il contrôle l'armée et les gardiens de la révolution, la politique étrangère, la stratégie nucléaire, l'arbitrage final des décisions politiques. Donc sa mort, l'ami, pas comparable à celle d'un président, c'est la disparition du sommet du régime directement. Après, est-ce que ça peut embraser la région? Bah, honnêtement, bien sûr que le risque est réel, je ne vais pas te mentir. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que dans la logique iranienne, une frappe de cette ampleur amène presque toujours une riposte directe ou indirecte. C'est une question de temps, j'ai envie de te dire. Ensuite, l'Iran possède un réseau d'alliés dans la région, notamment au Liban, en Irak, en Syrie et au Yémen. Et l'escalade pourrait passer par eux. Et je pense à mon avis que ça devrait zouker. Après, la mort de Khamenei, normalement, un conseil de direction intérimaire a dû être mis en place au moment où je te parle.
Et pendant que le système religieux choisit un nouveau guide, bah, c'est souvent, tu vois, une transition où c'est fragile, l'ami. Moi, ce que je sais des analystes que j'ai écoutés, comme par exemple Jacob Cohen ou Pascal Boniface, tu vas avoir, allez, 3 scénarios, on va dire, possibles, en tout cas évoqués. En un, la riposte limitée. Donc, tu as le choix, hein. Des missiles, des drones, de la cyberattaque, prends ce que tu veux. Ensuite, une guerre indirecte, régionale, via les alliés, donc ceux que je t'ai parlé. Troisièmement, un conflit direct entre Iran et Israël, Iran-États-Unis, si l'escalade devient clairement incontrôlable. Et je t'apprends pas que la région était déjà très tendue avant l'événement, donc la disparition de Khamenei, qui dirigeait le pays depuis 30 piges, ça va pas aider à tailler dans le bon sens, l'ami. Après, moi, je suis pas devin. Tout ce que je peux te dire avec affirmation, c'est que quand les Quinri y tapent, c'est rarement pour installer une démocratie derrière. Ils le font toujours pour leur intérêt économique. Et quand tu sais que ces tarés sont impérialistes et les Israéliens, eux, colonialistes, t'imagines bien que les Iraniens sont pas prêts de chanter Kumbaya. Donc la vérité, bah, il faut voir dans le temps. Par contre, ce que je peux te dire, là, avec une grosse affirmation, c'est que un très gros soutien au peuple iranien et à tous les peuples opprimés, ça, c'est au moins une certitude. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Si ce n'est pas le cas, tu me le dis en commentaire. J'essaierai d'être beaucoup plus précis. Merci à tous d'avoir posé vos questions. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Merci à tous de m'avoir écouté surtout. N'hésitez pas pour le mois prochain de poser vos questions dans l'onglet de la communauté sur YouTube. C'est déjà sorti, vous pouvez déjà aller poser vos questions. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou soirée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine émission, prochain contenu, prochaine FAQ, bref, dans un prochain délire, prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Jérôme de React-One. Salut les amis. On a jeté la plupart de nos pancartes, éveillé nos esprits endormis pour te niquer.